Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir François Hollande, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Déjà, lirez-vous les meilleurs discours de Monsieur Retailleau? Je les ai déjà écoutés. Vous les avez écoutés? Il les a prononcés quelquefois devant l'Assemblée nationale. Vous ne les écoutez pas, honnêtement. Donc je ne les lirai pas, c'est ça que vous voulez dire. Non, vous ne les avez pas écoutés, voilà, d'accord. Bienvenue Monsieur le Président, voici une partie de l'équipe et le public. Guerre commerciale, guerre culturelle, guerre en Ukraine, guerre à Gaza. Quelle est la guerre qui vous paraît la plus hors de contrôle aujourd'hui? La guerre en Ukraine ne finit pas et peut encore produire un cortège de malheurs et de désastres. Celle de Gaza, on pensait qu'elle était en train de se terminer, elle reprend. Et la guerre commerciale, qui est une guerre, puisqu'elle va faire souffrir des peuples et qu'elle va avoir des conséquences extrêmement graves sur les pays émergents, elle va se poursuivre pendant des années. Donc on a là une accumulation de drames qui touchent des populations qui nous paraissent lointaines. Mais la guerre commerciale, elle va nous toucher, nous. Et la guerre culturelle? Et la guerre culturelle, elle permet de mener les autres guerres. On a peut-être sous-estimé ce que faisaient les Russes pendant des années sur les réseaux sociaux pour préparer ce qui s'est produit en Ukraine. La guerre culturelle, ça consiste aussi en Israël de laisser penser que le gouvernement de Netanyahou est le peuple d'Israël, ce qui n'est pas vrai. Et puis enfin, la guerre protectionniste, la guerre commerciale, elle va aboutir à ce qu'enfin on puisse révéler que le protectionnisme, c'est-à-dire le fait de se mettre derrière des frontières, ça aboutit à du malheur commun. Il y a encore quelques années, il y avait beaucoup de gens qui défendaient le protectionnisme, qui n'étaient pas nécessairement d'extrême droite d'ailleurs, et qui pensaient que c'était mieux quand on s'enfermait derrière ces barrières douanières et qu'on pouvait réindustrialiser, produire de nouveau contre les Chinois, contre les Vietnamiens, contre même les Africains. On voit que ça a des conséquences. Ça a des conséquences, bien sûr, sur les consommateurs des différents pays, et puis ça a des conséquences dans le monde. C'est encore une guerre à Gaza? Parce qu'on emploie le mot guerre à propos de tout, mais à Gaza, vous dites que les bombardements israéliens ont repris, ce qui est vrai, mais c'est un peu unilatéral comme action, parce que ce sont deux armées russes et ukrainiennes qui s'affrontent. Pas tout à fait le cas à Gaza, quand même. Non, on peut dire que lorsqu'il y a des bombardements, ça veut dire que la trêve n'est plus respectée, puisqu'il y avait une trêve. Ça, on est d'accord. Bon. Mais comment qualifier ça? C'est la poursuite, et c'est assez lié à ce qui arrive aux États-Unis. C'est-à-dire que je pense que la guerre à Gaza, provoquée par le Hamas, il ne faut jamais oublier qui est l'auteur de l'agression première. 7 octobre 2023. 7 octobre. Mais aujourd'hui, Netanyahou, demain, va être reçu par Donald Trump. Si Donald Trump n'encourageait pas Netanyahou, je pense que cette offensive ou cette reprise des hostilités s'arrêterait. De la même manière, vous pouvez penser que Donald Trump allait régler la question ukrainienne. Aujourd'hui, enfin, plutôt hier, il y a eu des bombardements très graves sur la population civile ukrainienne. Il n'y a eu aucune réaction américaine. Pas même le début d'une condamnation. Donc ça veut dire que, d'une certaine façon, Donald Trump autorise Vladimir Poutine à poursuivre son offensive. Et enfin, Donald Trump est celui qui introduit peut-être la première fois depuis des décennies, peut-être ce que était dans l'entre-deux-guerres, ce que dire le protectionnisme. Donc ça, c'est de ce point de vue une innovation et qui peut être, hélas, coûteuse mais pédagogique. Quand on s'enferme, on a des conséquences. Alors justement, donc jeudi, avant d'aller faire un golf, Donald Trump a allumé le feu dans le jardin de la Maison-Blanche. Le Premier ministre français estime que les droits de douane pourraient coûter 0,5 points de croissance à la France. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut s'attendre à quoi? D'abord, le dommage essentiel, c'est sur les États-Unis qui se produit. Oui, c'est pour eux. D'abord pour eux. Pas simplement parce que les bourses Wall Street... Là, assez rapidement, parce qu'en économie, il y a ce qui est fait et ce qui est anticipé. Et donc, ce qui est anticipé, c'est que ça va coûter plus cher. Tous les produits venant du monde entier vont coûter plus cher. Donc, l'inflation est anticipée comme plus élevée, ou va être plus élevée, que ce qui est aujourd'hui constaté. Sauf qu'ils vont se reporter sur les produits américains moins chers. Quand ils en trouveront.
Quand ils en trouveront. Donc il y aura une pénurie, donc il y aura des prix qui vont monter. Et à partir de là, la première conséquence, au-delà des bourses qui fléchissent, des capitalistes qui peuvent perdre de l'argent, mais il y a les consommateurs qui vont avoir des prix plus élevés à consentir. Si les prix sont plus élevés, on s'aperçoit que la croissance ralentit. Donc la croissance aux États-Unis était attendue à plus de 2%, elle va être sans doute à 0, peut-être même une récession. Là, vous parlez des consommateurs américains. Oui, et des ouvriers américains, d'une certaine façon. Donc, quel était le slogan de Donald Trump? C'était « Je vais rendre l'Amérique plus grande ». Il la rend plus petite, puisqu'il s'enferme. Et deuxièmement, je vais rendre les Américains plus riches. Ils vont être plus pauvres. Et c'est d'ailleurs, de ce point de vue, ce qui peut se produire... Pourquoi il fait ça, alors? Parce qu'il y a une logique. Oui, il y a une logique. Il faut toujours chercher ce qu'il annonce pour comprendre quel est son objectif. Son objectif, qui ne se produira pas nécessairement, c'est que les entreprises qui sont empêchées d'exporter ou à des prix qui pourraient, avec les droits de douane, être impossibles, eh bien, vont venir aux États-Unis investir. C'est ça son pari. C'est ce qu'il dit aux Américains. Vous n'en faites pas, les entreprises européennes. C'est ce que fait Rodolphe Saadé dans le bureau ovale quand il présente son plan pour les bateaux. Pour les bateaux, c'était pour accéder à des ports américains. Oui. Donc là, de ce point de vue, il pourra toujours le faire. Mais ce qui est l'objectif, c'est de dire, vous produisez des voitures, vous allez les faire maintenant aux États-Unis. Mais le temps que les industriels se mettent à investir, créer des usines, trouver les ouvriers, le personnel compétent, avoir la possibilité de distribuer leurs produits, c'est 2 ans, 3 ans. C'est partout pareil. Donc pendant 2 ans ou 3 ans, les consommateurs vont payer plus cher, américains vont payer plus cher. Sans doute que ça va avoir des conséquences sur nous, hein, c'est ce que dit François Bayrou. Ça a des conséquences sur nous, mais pas immédiates. Du coup, on va moins vendre certains... On va moins vendre, mais il se trouve que la France exporte assez peu... du luxe, du vin... Il y a des secteurs qui exportent. Il y a des secteurs qui exportent, mais nous ne sommes pas les plus touchés en Europe. Les plus touchés en Europe sont les Allemands. Bon. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux tout ce qu'il dit? Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque qu'il change d'avis quand il va voir les dégâts que ça va causer dans l'opinion américaine? Les élections de mi-mandat arrivent dans 2 ans. Est-ce que c'est possible que dans quelques mois... Avant les élections de mi-mandat, il va vivre des sondages qui vont être sans doute un peu plus douloureux. Deuxièmement, il va toujours avoir la commodité de dire « mais moi, j'ai fait ça pour négocier ». Je veux négocier, ce que vous disiez sur le Vietnam, je veux négocier. Donc il va essayer de montrer qu'il a obtenu des droits de douane moins importants que ceux affichés, mais qu'il a déjà relevé le niveau des droits de douane. C'est ça qu'il cherche. Mais moi, je ne pense pas qu'il faille négocier pour les Européens. Il ne faut pas négocier. Parce que, de ce point de vue, il ne respecte que la force. Donc il faut qu'il y ait au départ des pertes qui lui soient infligées, des coûts qui lui soient opposés, notamment sur les services. Parce que on répond coup par coup. Oui. Alors c'est vrai que ça a des conséquences d'enchaînement, de spirale. Donc il faut y faire attention. Mais s'il n'y a pas... On a vu ce qui se passait avec la Chine tout à l'heure. Ils parlent de 50% en plus parce qu'ils ont répondu. Oui, mais combien de temps il va tenir là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup d'importations des États-Unis de produits chinois. Et donc, par exemple, le textile chinois, s'il ne rentre plus aux États-Unis, je ne suis pas sûr que les Américains puissent fabriquer du textile comme ils le fabriquaient il y a 50 ans ou 100 ans. Donc voilà pourquoi il est nécessaire d'être ferme, d'être dur, parce qu'il ne respecte que cela. Il faut que ça lui coûte de l'argent. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Elon Musk, ça lui coûte en ce moment de l'argent. Sur ses boîtes, Tesla. Il perd des commandes, il perd sans doute des marchés, et il perd sur sa valeur boursière. Donc il faut les frapper au porte-monnaie, c'est ça? Comme ces personnages ne parlent que d'argent. Je me souviens des premières conversations que j'ai eues avec Donald Trump, il ne me parlait que d'argent. C'était au cours de son premier mandat. Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais gagner? Donc c'est toujours en termes d'argent. Il faut qu'il perde de l'argent. Pas lui, mais le pays, pour qu'il en ait les conséquences, et notamment politiques. C'est pour ça que je pense que c'est douloureux, c'est dur, c'est affligeant, parce que beaucoup de peuples vont en souffrir, beaucoup de travailleurs peuvent voir leur emploi mis en cause, mais de ce point de vue-là, c'est pédagogique. L'extrême droite, on dit l'extrême droite, on parle de la démocratie, on a raison, mais l'extrême droite, c'est aussi un programme économique. Ce n'est pas simplement la volonté de se saisir des institutions pour en faire
un mauvais usage. C'est aussi un programme économique. Le programme économique de l'extrême droite française, mais pas simplement de l'extrême droite française, partout, c'est le protectionnisme. C'est ce que fait Donald Trump. Donc de ce point de vue, je pense que Donald Trump est en train d'abîmer, peut-être même de tuer le Trumpisme. Est-ce que l'Europe est assez forte pour traverser cette crise ? L'Europe, elle pense jamais qu'elle est forte. On le voit bien sur le plan de sa défense. Et on le voit bien aussi là, dans la réaction. Elle l'est. Parce que comme l'Europe est un continent démocratique, on pense toujours que nos interlocuteurs sont animés d'intentions rationnelles, d'intentions où on peut trouver des formes de discussion. Et donc, il faut qu'elle se convainque, l'Europe, qu'elle est plus forte qu'elle ne l'imagine. Est-ce qu'elle l'est ? Elle l'est, oui. Elle l'est, mais elle est divisée. On a les armes pour lutter. On a toutes les armes. Alors les armes commerciales, les armes fiscales, les armes de droit de douane, on les a. Donc il faut les utiliser. Et par exemple, sur les grands services américains, ce qu'on appelle les GAFA, ils peuvent être taxés. Parce que les États-Unis importent beaucoup de produits, mais exportent beaucoup de services. Or, Trump, il ne taxe que les produits. Nous, il faut qu'on taxe les services. Le week-end. Gonfler les chiffres de vos meetings ? Non. Non, Jamais. Où allez-vous chercher ça ? Bien sûr que non. Moi, c'était des vrais gens, bien sûr. Vous savez qu'autrefois, il y avait même eu un ancien ministre qui avait été pris en flagrant délit de faire venir des figurants. Enfin, c'est une autre époque. Il y a longtemps. On parlait de qui ? Olivier Stéphane. Oui, voilà. M. Apathy qui a donné le nom. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu cette volonté de donner des chiffres. C'est vrai d'ailleurs des autres manifestations du dimanche en question. Ce qui moi, m'a frappé, c'est qu'en 1988, si on peut faire un saut dans le temps, en arrière, il y avait déjà eu l'inéligibilité de Jean-Marie Le Pen. Et on pouvait dire, quand même, entre 1988 et aujourd'hui, il y a une évolution du Rassemblement national, qui n'est plus le Front national. Ce sont exactement les mêmes arguments qui étaient utilisés à l'époque, qui ont été repris dans ce meeting-là. C'est-à-dire la chasse aux sorcières, une décision de justice qui est une décision politique, le système, la tyrannie, l'empêchement que le peuple puisse être souverain. Donc c'est dire qu'en réalité, le Rassemblement national n'a pas changé. On aurait vu des efforts pour se civiliser d'une certaine manière, pour se réintroduire, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent arriver aux responsabilités. Eh bien non, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes personnages que vous retrouvez dans les deux meetings. Mais c'est un échec en termes de communication, mais les intentions de vote sont toujours aussi fortes. Exactement, oui, ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien voilà, ça, c'est le sondage ELAB pour BFM TV. Il n'y a aucun impact négatif. Oui, ce qui peut paraître paradoxal est en fait ce que je retrouve. C'est-à-dire que les Français, pour l'instant, qui expriment dans les sondages leur intention, c'est pas tant pour l'une ou pour l'autre, c'est contre tous les autres. C'est ça la logique du Rassemblement national. C'est pour ça qu'il parle de il, c'est-à-dire tous les autres partis. Le système. Le système. On ne sait pas si on les veut. Ce n'est pas un vote d'adhésion, selon vous ? Non, moins. Pour une part, oui, bien sûr. Mais pour atteindre ces niveaux-là, il y a une part de vote d'adhésion qui est constant, d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, autour de 18 à 20%. Et le reste, c'est le rejet de tous les autres partis. Ce qui doit les interroger, nous tous. Les interroger, pourquoi ? Est-ce qu'on s'interroge assez ? Non, sûrement pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi y a-t-il cette défiance ? Mais vous avez les réponses ? Il faut les chercher, en tout cas. Les questions, on les a tous. Oui, mais pourquoi la démocratie est regardée comme impuissante ? Pourquoi la gauche est regardée comme elle est regardée ? Pourquoi la droite éventuellement ? Pourquoi la gauche ? Vous êtes concerné, vous ? Qu'est-ce qui va pas ? Parce que la gauche ne donne pas une partie des réponses qui correspondent au mode de vie des citoyens. C'est-à-dire à ce qui peut les réengager. Ça fait pas mal de temps, oui. C'est pas simplement sur la question économique. Comme longtemps on a pensé que lorsque le chômage, et moi-même j'y l'ai pensé, lorsque le chômage serait bas, les Français se détourneraient des extrêmes. Ça n'a pas été le cas. Donc il y a l'idée que tout ce qu'on a promis, des services publics efficaces, l'école permettant la promotion républicaine, un système de santé offrant à chacune et à chacun la possibilité d'aller vers un médecin dans de bonnes conditions, le souci de la sécurité, la question même de savoir comment on peut vivre ensemble, qui est, la solitude, qui est aussi un élément très important dans le vote Le Pen. L'immigration ?
Et l'immigration, bien sûr, en termes de comment on peut vivre ensemble. Est-ce que c'est possible? Donc toutes ces questions-là, il ne faut pas essayer de les ignorer. Il faut apporter des réponses et chacun doit y travailler parce qu'il y a péril. Et ce qui est aussi très frappant, c'est pas simplement propre à la France. On pourrait dire c'est propre à la France, la gauche, la droite, on n'a pas réussi. Mais c'est un phénomène, on le voit bien, qui touche toutes les démocraties, les États-Unis, une grande partie des pays européens. Donc il y a quelque chose qui s'est produit. C'est que la démocratie, auquel je suis très attaché, doit être beaucoup plus efficace. Elle est à bout de souffle? Elle est sans doute institutionnellement, elle est à bout de souffle parce que les procédures sont celles d'un autre âge par rapport à ce qui est l'univers numérique et ce qui va très vite. Et surtout, la démocratie ne donne pas ce qu'elle promet d'accorder, c'est-à-dire un mieux. Les gens veulent vivre mieux, pas forcément différemment, mais mieux. C'est ça qu'il faut apporter et le plus vite sera le mieux parce qu'il n'y a que 2 ans. Hein. On en parle quand on revient.